Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Robert Comeau, historien et animateur à la Société historique de Montréal. Alors, j'ai le plaisir de recevoir à nos studios aujourd'hui M. Claude Corbeau, recteur émérite de l'UQAM de 1986 à 1996 et de 2008 à 2013, soit 3 mandats de 5 ans. Il est également politologue et auteur de nombreux ouvrages portant sur différents aspects de la société québécoise. Alors, bonjour Claude. Bonjour Robert, merci de cette invitation. J'aurais pu aligner d'autres titres, dont le premier qui était professeur dès les débuts. Quand j'étais plus jeune puis qu'on me présentait avec des détails, je me disais ça va faire une belle nécrologie, mais maintenant que j'ai 80 ans, je fais plus la blague. Bon. Alors, vous allez aujourd'hui nous présenter votre plus récent ouvrage qui a pour titre Le destin du Québec, 3 axes d'une histoire. L'ouvrage est paru aux presses de l'Université de Montréal au printemps dernier. Alors, cet essai libre et je dirais très personnel est très différent de vos publications en éducation ou en histoire culturelle ou politique. Alors, pouvez-vous rapidement nous expliquer en quoi cet ouvrage est si différent de vos ouvrages précédents? En fait, ce n'est pas un ouvrage académique comme les autres. Non, ce n'est pas un ouvrage académique comme les autres, c'est l'expression d'une volonté de synthèse de toute une vie d'observation et de réflexion sur le devenir du Québec depuis la fin des années 1950. En fait, c'est un livre, c'est un essai libre et personnel. C'est pas un livre savant, c'est pas un livre pour les savants universitaires. C'est un livre qui est plus destiné aux jeunes générations, auxquelles je veux parler de ma compréhension du devenir du Québec depuis 2 siècles, mais surtout depuis que je l'observe directement, c'est-à-dire depuis la fin des années 1950. Bon, c'est une réflexion sur le sens du cheminement du Québec. C'est une réflexion qui veut, en quelque sorte, pas établir de nouveaux faits ou de faire de nouvelles découvertes historiques, mais d'exploiter ce que nous savons déjà pour essayer d'y trouver un sens. Vous avez mentionné tantôt que j'étais politologue. En fait, j'ai fait des études universitaires de philosophie. Et ça, c'est le genre de discipline qui amène à poser des questions, puis continuer à poser des questions, puis de creuser jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qu'on ne peut plus dépasser. Alors donc, un essai libre et personnel, un essai qui exploite à la fois des sources savantes puis des sources populaires et destiné aux plus jeunes générations. En plus d'être des constats ou des observations de longue date, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là vos convictions et que c'est une forme de témoignage d'une certaine façon? Oui, c'est une forme de témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai compris. Et c'est un ouvrage dans lequel j'ai renoncé à un devoir de réserve que j'ai suivi pendant de nombreuses années. Tout le temps où j'étais recteur de l'Université du Québec à Montréal, j'ai toujours pris soin de ne jamais me prononcer sur des enjeux politiques fondamentaux pour la simple raison que dans la communauté de l'UQAM, il y avait des gens partisans de différentes conceptions politiques. Il y avait des souverainistes, puis il y avait des fédéralistes. Je ne pouvais pas, moi, de mon siège de recteur, prendre une position d'un côté ou de l'autre. Je suis libéré maintenant, alors je peux m'exprimer comme je le vois. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était d'une grande franchise et on sent que c'est très authentique. Un des objectifs de ce livre, c'est de parler sans langue de bois, de dire les choses telles qu'elles sont, sans m'imposer le devoir de ménager un tel ou tel groupe ou telle vision. J'essaie de dire les choses telles que je les vois et je pense telles qu'elles existent. C'est un ouvrage qui est très construit, qui est très structuré et qui est d'une clarté incroyable. Je pense que c'est pas compliqué à lire, c'est vraiment pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait avoir un plan déjà, à savoir où ça s'en va? Il y a comme 3 grandes parties, si j'ai bien compris. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est un livre qui m'a pris 3 ans et une douzaine de versions. Donc, j'ai eu le temps de le construire en cours de route. En fait, pour moi, c'est un livre, j'en ai pris conscience après coup, c'est un livre qui se divise en 3 parties ou en 3 blocs, si vous voulez, sans jeu de mots.
c'est pas inscrit dans la table des matières, mais c'est comme ça que le livre est en réalité, que je le vois. Il y a un premier bloc, c'est en quelque sorte une mise en situation. Je parle de mon cheminement à travers presque 3/4 de siècle, d'observer ce qui se passait au Québec et dans le monde. Il y a une deuxième partie qui met en lumière ce que j'appelle les 3 axes qui, depuis au moins 2 siècles, structurent le devenir du Québec. Et la troisième partie, le troisième bloc, c'est une réflexion un peu plus prospective. Bon, dans le premier bloc, dans la première partie, je cite en particulier 2 personnages auxquels j'attache beaucoup d'importance, en l'occurrence Alexis de Tocqueville et Lord Durham, de mauvaise réputation, ce dernier. En fait, les deux sont venus au Bas-Canada. Tocqueville en 1831 et Durham à partir de 38, 39, jusqu'à la fin des années 1830. Les deux ont développé une vision prémonitoire du destin du Québec. Et cette vision repose, dans le fond, sur 3 idées. La première, c'est que la nation francophone du Bas-Canada, qui deviendrait éventuellement la nation québécoise, est condamnée à la marginalité démographique dans les Amériques. La deuxième, c'est que cette nation est dans une condition de peuple dominé et subordonné. Et le troisième constat, c'est qu'elle est déjà exposée à des phénomènes d'érosion linguistique et culturelle. Autrement dit, avant 1840, vous avez ces 2 personnages, 2 aristocrates, un Français, un Britannique, qui viennent ici pour des raisons différentes, qui font des observations et qui nous montrent qu'est-ce qui risque d'advenir dans l'avenir à ce peuple. Est-ce que leur vision prémonitoire là, d'aristocrate du 19e siècle, est-ce que c'est un portrait d'une société qui correspond encore à votre vision d'aujourd'hui ou parce qu'il me semble que la société du 19e siècle, où on était à peu près 1,5 million, 500 000 personnes, on peut comprendre que ces 2 visiteurs puissent considérer ça comme marginal, condamné en tout cas à la marginalité, et sinon à l'insignifiance, mais est-ce qu'on peut imaginer un autre destin beaucoup plus intéressant? Pourquoi avoir pris deux jugements assez lourds, assez alarmants, si on peut dire, alors qu'il me semble que les conditions d'aujourd'hui ont beaucoup changé? Oui, en effet. Il y a quelque chose là, qui me... Mais quand Tocqueville dit « le français est condamné à être marginal en Amérique », c'est l'anglais et l'espagnol qui vont dominer. Je comprends qu'il s'exprime à partir d'une société de 8 millions d'habitants, mais ça demeure vrai aujourd'hui. De son côté, quand Durham dit c'est un peuple qui doit être, dans le fond, amené à changer, à s'angliciser pour sa propre libération, sinon, il demeure subordonné, dominé. Alors, il y a des choses qui perdurent aujourd'hui, même si l'environnement a beaucoup changé. Bon, enfin, on peut en discuter, mais moi, je vous dis, ce sont des lectures qui m'ont beaucoup frappé. Et c'est pourquoi je les présente, parce que je trouve qu'elles annoncent des choses. Bon, alors, toujours dans la première partie, il y a un troisième chapitre, un troisième morceau qui s'appelle « Sur la nation québécoise ». C'est une réflexion sur ce que ça veut dire être québécois. C'est quoi le contenu de la notion de québécois? Et en même temps, j'en ai profité pour essayer de me définir à moi-même ce qu'était l'autre grande nation du Canada, c'est-à-dire les Canadiens, ou ce que moi je préfère appeler les Canadiens. Donc, parce que souvent on dit, ouais, c'est à peu près des Américains. C'est pas des Américains. Ils sont très différents, les Américains. Dans certaines parties du Canada, il y a une plus grande proximité avec des États des États-Unis au sud, je pense, dans les prairies. Mais c'est un pays qui a son identité, sa culture, ses traditions, son histoire, son système politique. C'est un pays qui a ses héros. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est que depuis que Trump est au pouvoir, il y a comme une réaffirmation d'identité canadienne. On voit la feuille d'érable rouge un peu partout, puis les produits dans les magasins se disent « Proudly Canadian », fabriqués ici. Alors, ça, je pense que j'ai voulu caractériser à la fois ce qu'était la nation québécoise et ce qu'est la nation canadienne. Et finalement, j'ai essayé de répondre à une question dans ce chapitre sur la nation québécoise. C'est quoi être québécois?
Et moi, la définition que je donne, c'est être québécois, c'est le résultat d'un choix. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut être québécois ou québécoise. C'est un choix volontaire. C'est l'idée de s'associer pour soi-même et pour les siens à une nation francophone en Amérique. Et c'est l'idée, la volonté de contribuer à la poursuite de l'expérience de cette nation. Bon, il y a des définitions plus savantes de la citoyenneté qui comportent des éléments juridiques, mais moi, je m'adresse à des gens qui ne sont pas des savants, puis je leur dis, écoutez, on a souvent débattu de savoir c'était quoi les Québécois? Ben moi, je vous dis, voici les composantes de leur identité, puis d'où que vous veniez à travers le monde, si vous voulez être Québécois, vous pouvez l'être, c'est un choix. Ça veut dire concrètement que vous soyez d'origine acadienne, il est possible d'endosser l'histoire québécoise. Et pour les Premières Nations, là, c'est plus délicat. Alors, les Premières Nations, pour moi, sont engagées dans un processus visible d'affirmation identitaire. Elles veulent conserver leur langue ou rescaper leur langue. Elles veulent préserver leur culture. Il y a des enjeux de mode de vie, des enjeux de contrôle de leur territoire. Moi, je pense que les nations autochtones doivent être respectées dans leur identité propre. Et donc, en ce sens-là, je ne les inclus pas d'autorité dans la nation québécoise. Si elles veulent s'associer, y participer, c'est bon pour elles comme pour tout le monde. Et vous embarquez pas dans le dossier ou la fameuse question des rapports avec les souches, puis les Canadiens français, de souches canadiennes françaises. Enfin, c'est souvent... je ne le fais pas parce que je suis le fils d'un fils d'immigrants italiens. Mon père est né à Montréal, mais toute sa vie, il s'est défini comme étant un Italo-Canadien. Puis à cause de ça, il y a ma mère qui se définissait comme étant une Canadienne-française au sens ancien du terme. Alors moi, je suis tombé quelque part entre les deux, je me suis bâti une identité et c'est pas des questions de souche ou de pas souche. D'ailleurs, le cinéaste Pierre Falardeau disait « Ils peuvent venir de n'importe quelle souche, ça n'a pas d'importance. » Ce qui est important, c'est est-ce qu'ils adhèrent à l'idée d'une nation francophone distincte, originale en Amérique du Nord et veulent-ils ou veulent-elles poursuivre le développement de cette nation. C'est ça le test. J'ai trouvé fort intéressant dans ce parti-là la comparaison entre les deux nations. La nation canadienne, qui est le résultat, en fait, d'une colonisation qui a réussi. Ouais. Puis l'autre, la nation québécoise d'aujourd'hui, qui est le résultat d'un processus de colonisation qui a été interrompu. Je remarque que vous n'abordez pas longuement ce qu'on appelait d'habitude le régime britannique, là, de la conquête militaire à la conquête de l'Union, la conquête, la mise en minorité politique. C'est drôle qu'un politologue, d'habitude, c'est toujours la période la plus importante pour souligner l'oppression québécoise, c'est le régime britannique d'une conquête militaire à une conquête de l'Union. Et vous arrivez assez vite sur 1867. Ça m'a un peu frappé parce que d'habitude, vous accordez pas mal de place à l'histoire. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez évacué, je dirais, cette période la plus sombre de notre histoire? Parce que je pense que... Bon, écoutez, la période de 1760 à 1840 a évidemment son importance capitale parce que c'est l'arrachement de la colonie de la Nouvelle-France à l'Empire français puis son insertion de force dans un empire de langue étrangère puis de religion étrangère, l'Empire britannique. Bon, ça, c'est clair. Puis je pense que le destin du Québec se joue en partie à ce moment-là. Mais il va se jouer aussi pendant la période de l'Union, parce que notamment, c'est au recensement de 1851 que l'on constate que la majorité bascule du côté anglophone dans les colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là que se mettent en place des institutions comme le gouvernement responsable et aussi l'Union de colonies qui préfigure ce que va devenir le Canada. Alors, je ne sous-estime pas l'importance de ce qui vient avant, mais je pense que c'est une période décisive. Je vous laisse poursuivre. Bon, alors donc, on a parlé d'une première partie ou un premier bloc qui concerne des éléments de mise en situation. Le deuxième bloc ou la deuxième grande partie du livre, ça correspond à une demi-douzaine de chapitres. C'est ce qui traite des trois axes d'une histoire qui forment le sous-titre du livre. Qu'est-ce que j'entends par cette notion d'axe? Ce sont
en quelque sorte des lignes de force ou des dynamiques qui structurent le devenir de la nation québécoise. Ce sont des réalités observables, à mon avis, pour qui se donne la peine de regarder. Les axes sont anciens, ça remonte à 2 siècles, ça continue, ça perdure d'une génération à l'autre. Et quand je mets ensemble les 3 axes, on va pouvoir détailler ça dans un instant, mais quand je mets ensemble les 3 axes, je me dis, si on les laisse jouer naturellement, ces axes portent une dynamique qui va conduire le Québec à devenir une pittoresque communauté linguistique régionale. Très désagréable de dire ça, semble-t-il, on m'en a fait le reproche, mais c'est ce que je pense, à moins qu'il y ait des changements structurels. Alors voilà donc les 3 axes, là, c'est en quelque sorte ce qui construit ou ce qui structure le devenir de la nation québécoise depuis au moins le milieu du 19e siècle. J'en ai identifié 3. Il y a un axe démographique, un axe politique et un 3e qui est moins évident au départ que j'appelle l'axe comportemental. Alors, l'axe démographique, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est la minorisation progressive et accentuée des Québécois francophones, de la nation québécoise francophone dans son environnement canadien. Par exemple, en 1901, 30 % de la population du Canada avait le français comme langue première. En 2021, c'est tombé à 20 % Au Québec, on est en voie de diminuer progressivement le pourcentage de gens dont le français est la langue première. On est passé de 80 % au début du siècle, on est rendu à 76 %. Ça décline régulièrement. À Montréal, les données laissent entendre une croissance de la proportion de la population dont le français n'est pas la langue première. Donc, ça baisse progressivement. Puis le poids politique du Québec est en baisse. Le nombre de sièges au Parlement fédéral est une proportion beaucoup moindre de l'ensemble que c'était il y a un siècle ou un siècle et demi. Et ce que je trouve de préoccupant dans cet axe démographique et ce processus de minorisation de la nation québécoise, c'est le fait qu'en face, dans le fond, il y a comme un dynamisme démographique au Canada. La population du Canada augmente. Et il y a même des gens qui s'appellent The Century Initiative qui disent, nous devons avoir comme objectif qu'en 2100, il y ait 100 millions de personnes au Canada. 100 millions. On est 40 millions maintenant. Et quand je regarde ça, moi, je me dis, d'un point de vue canadien, c'est plein de bon sens. Parce que si on veut occuper le territoire, utiliser le territoire, défendre le territoire, il faut du monde. Puis 100 millions, c'est un chiffre intéressant. Mais je ne sais pas si on va se rendre là, je ne le verrai pas. Mais je constate qu'il y a ce dynamisme dans la démographie du Canada. Voilà, ça c'est l'axe, donc, démographique. Le deuxième des 3 axes, c'est l'axe politique. C'est, dans le fond, ce que j'appelle la condition permanente d'une nation québécoise qui est, en quelque sorte, dominée et subordonnée à une nation dominante, la nation canadienne. Et donc, dans le fond, si vous regardez le Canada dans son ensemble, il y a une nation nettement majoritaire, canadienne, anglophone, avec sa culture, son identité, son histoire, ses traditions, ses aspirations. Et il y a des nations subordonnées, dominées. Les Premières Nations, les Acadiens, les Québécois. Alors ça, c'est la situation qui définit, qui rend compte de ce qu'est l'axe politique. Alors, cet axe politique, pour moi, se développe dans un processus historique en 3 temps. Ça peut devenir un peu compliqué, là, mais je pense que j'ai essayé de l'expliquer très clairement dans le livre. Alors, je vais essayer de le résumer. 3 temps de cet axe politique. Le temps 1, c'est la Constitution appelée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. On a souvent représenté, ici au Québec notamment, la Constitution de 1867 comme étant un glorieux pacte entre 2 nations fondatrices. Et on a fait beaucoup de prose là-dessus. Moi, quand j'étais à la petite école, même au collège, c'est le genre de vision du Canada qu'on avait. 2 grands peuples issus de 2 grandes civilisations occidentales qui s'associent pour former un beau et grand pays.
En fait, on peut voir et on doit voir l'acte de l'Amérique britannique du Nord comme étant un arrangement pragmatique entre un certain nombre de colonies dans un contexte précis où la Grande-Bretagne voulait avoir moins de responsabilités, où les États-Unis menaçaient, après leur guerre de sécession, de s'étendre vers le Nord. Et la Constitution de 1867 est aussi un cadre politique qui privilégie nettement le pouvoir fédéral, au sens où d'abord, John A. Macdonald, un des principaux artisans de cet acte de 1867, lui aurait voulu une union législative, un parlement pour toutes les colonies, les 4 colonies. Comme dans le cas de l'Union, la période de l'Union, il y avait un parlement pour le Haut et le Bas-Canada. Macdonald aurait voulu que ça soit ça, le Canada, un parlement, une union législative. Sir Georges-Étienne Cartier, qui était son lieutenant, l'a calmé un peu en lui disant que c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais quand vous regardez la Constitution canadienne de 1867, quand vous regardez l'article 91 qui définit les pouvoirs accordés au fédéral, bien, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gros pouvoirs importants, juridiques, économiques, financiers, militaires, qui sont accordés au pouvoir central, plus le préambule de cet article 91, ce que les commentateurs anglophones appellent POG, Peace, Order and Good Government, le gouvernement fédéral, puis là j'inclus à la fois l'exécutif et le législatif, le gouvernement fédéral a le pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Et ça, c'est large. Tandis que les pouvoirs accordés aux provinces sont plus restreints, plus limités, et la fin de l'article 92 dit que les provinces ont juridiction de manière générale, sur les matières de nature purement locale ou privée. Alors donc, au départ, il y a comme un biais favorable au pouvoir fédéral, et dès le départ, on donne au fédéral un pouvoir d'encadrement des provinces. Le fédéral nomme les lieutenants-gouverneurs. Aujourd'hui, c'est folklorique, mais à l'époque, ça avait plus de poids. Le fédéral nomme les juges dans les provinces. Le fédéral nomme les sénateurs des provinces. Puis à l'époque, le fédéral avait un droit de désaveu des lois provinciales. Pas un processus de déclarer une loi non constitutionnelle, ce qui est le travail de la Cour suprême, mais le pouvoir fédéral d'invalider des lois parce que le gouvernement pouvait les juger pas valables, pas satisfaisantes. Donc, au départ, on a une Constitution qui favorise ou qui a des germes pour favoriser le pouvoir fédéral. Deuxième temps, quand on regarde l'histoire du Canada, c'est l'histoire de la croissance naturelle du pouvoir fédéral. Et ça explique que les provinces, et le Québec en particulier, se trouvent dans une situation de subordination par rapport au pouvoir fédéral. Alors, qu'est-ce qui se passe surtout depuis le début du 20e siècle? Bon, les 2 guerres mondiales constituent des nécessités nationales impératives, des situations de crise qui font que le fédéral intervient davantage dans toutes sortes de domaines de la vie. Et ça, c'est une tendance de renforcement du pouvoir fédéral qui commence à la Première Guerre mondiale. Et la dernière incarnation, c'est le projet de loi C-5 qui a été adopté à l'instigation du premier ministre Carney au printemps dernier pour créer une union économique canadienne, puis donc accroître les pouvoirs du fédéral en termes de développement économique. Deuxième élément de cette croissance naturelle du pouvoir fédéral, les pouvoirs résiduaires, les communications, l'énergie nucléaire, l'aviation, tout ça qui était pas connu en 1867 tombe dans la catégorie des pouvoirs résiduaires qui sont donnés au fédéral, alors qu'aux États-Unis, les pouvoirs résiduaires sont au niveau des États. Troisième facteur de croissance naturelle du pouvoir fédéral, le développement d'institutions nationales, avec ou sans guillemets, en sciences, en culture. Pendant la Première Guerre mondiale, un Conseil national de recherche pour orienter la recherche scientifique, la soutenir, et ces institutions de soutien à la science, à la culture, les grands musées, tout ça, c'est des affirmations du pouvoir fédéral au fil des ans. Un autre facteur de croissance du pouvoir fédéral, c'est ce que j'ai appelé les conceptualisations de l'accroissement du pouvoir fédéral ou de l'extension du pouvoir fédéral. En 1937-1940, il y a eu une commission royale d'enquête fédérale, la commission Rowell-Sirois, dont on ne parle pas nécessairement beaucoup à notre époque,
mais elle proposait un net renforcement des pouvoirs fédéraux et même de rapatrier au gouvernement fédéral tous les pouvoirs de taxation et d'imposition, à charge pour ce dernier de remettre des subventions de fonctionnement aux différentes provinces. Et, il y a le rapport Marsh sur la sécurité sociale en 1943, il y a le rapport Massé-Lévesque sur la culture en 1949-50. Et finalement, quand on regarde l'histoire du Canada depuis au moins les débuts du 20e siècle, on constate que le fédéral se mêle de juridiction des provinces en éducation, en santé. Les premières interventions fédérales en éducation remontent au moment de la Première Guerre mondiale, puis ça a continué depuis. Alors donc, voilà le deuxième temps de la croissance du pouvoir fédéral. Est-ce qu'on peut dire que la centralisation qui avait commencé, surtout à partir de la guerre jusqu'aux années 60, ça avait quand même entraîné une réaction au Québec? Oui, bien sûr. Une réaction, bon. Et là, on voit encore Carney qui reprend la centralisation se sentant menacé par les États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on peut penser que ça va peut-être amener une réaction, voyant le fédéral se débattre pour défendre sa souveraineté? Est-ce que ça n'aurait pas un impact pour nous autres aussi de comprendre l'importance de la souveraineté? Non? Moi, je pense que la situation qui résulte, par exemple, de la venue de la deuxième présidence de Trump, la menace vis-à-vis du Canada, entraîne un resserrement de la société, de la nation canadienne, des provinces, et possiblement aussi une pression plus grande sur le Québec pour se conformer. Alors, est-ce que ça peut stimuler un questionnement sur la façon de construire l'avenir? C'est pas impossible. Mais il y a le poids qui est accumulé. Bon. On peut peut-être s'arrêter pour une pause de quelques minutes et on revient avec plaisir. Tout de suite après. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers. On est de retour avec Claude Corbeau qui nous parle de son dernier ouvrage, Le destin du Québec, 3 axes d'une histoire. Alors donc, quand nous nous sommes quittés, si vous permettez, j'avais présenté 2 des 3 temps de la construction de l'axe politique qui fait que le Québec, à l'intérieur du Canada, est une nation dominée et subordonnée. Premier temps, la Constitution de 1867. Deuxième temps, l'histoire du Canada depuis un siècle. Troisième temps, c'est le parachèvement de la Constitution de 1867, ou ce que l'on peut appeler une espèce de refondation constitutionnelle du Canada depuis les années 80. Bon, alors écoutez,
Il y a eu, bien sûr, la doctrine du multiculturalisme qui change pas mal la donne entre les deux peuples fondateurs. Il y a surtout eu le rapatriement de l'Amérique britannique du Nord. Donc, c'est l'œuvre de Pierre Elliott Trudeau, qui est en quelque sorte le dernier père père du Canada avec cette action, l'imposition d'une charte des droits et libertés qui vient baliser l'exercice des pouvoirs de tous les niveaux de gouvernement, dont les provinces. Donc là, le Canada poursuit sa construction, met en place des nouveaux modes de fonctionnement qui renforcent le pouvoir fédéral. Et il y a eu en 2000 une loi dont le titre était long. Ça se dit « Loi donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec ». Bon, en deux mots, là, c'est une loi du Parlement fédéral qui dit « Voici les conditions dans lesquelles un référendum sur la sécession d'une province peut être valide. » Et donc, cette loi met en quelque sorte le Québec dans une espèce de camisole de force. Autrement dit, les deux précédents référendums sur la souveraineté du Québec ont été faits dans des conditions définies essentiellement par l'Assemblée nationale. Si jamais il y a un autre référendum, il va falloir composer avec cette loi. Cette loi dit il faut que la question soit claire. Cette loi dit il faut que la participation soit claire, il faut que la réponse soit claire. Et le Parlement fédéral a, dans cette loi de 2000, les prérogatives nécessaires pour dire c'est pas une question claire, c'est pas un vote clair, moi je négocie pas. Bon, mais voilà. le fait qu'on n'a jamais, tous les partis au Québec n'ont jamais accepté la Constitution, n'ont jamais adhéré à cette Constitution-là, il y a quelque chose d'un peu illégitime de l'imposer si un référendum s'avérait clair. Je pense que le fait qu'on n'a jamais signé, ça serait un atout c'est certainement et une obligation pour le fédéral de négocier. Oui. Mais vous savez, si jamais il y a un nouveau référendum sur la question du statut politique du Québec, de la souveraineté du Québec, ça va être suivi attentivement des pays étrangers et les pays étrangers vont être très attentifs à voir si le processus se déroule bien. Donc, peut-être que le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982, mais elle s'applique et elle comporte des encadrements pas mal plus sérieux pour l'exercice du pouvoir référendaire. Moi, je me suis dit, peut-être que l'Alberta va faire un référendum avant le Québec, prévoyant la sécession, puis ça permettrait de tester cette loi, mais ça ne semble pas être le cas. Mais par ailleurs, je pense personnellement que le jour où un référendum portant sur le destin, le statut politique du Québec est formulé d'une façon claire, simple, donne lieu à une majorité qui n'est pas 50 plus 1. Techniquement, théoriquement, c'est 50 plus 1, mais je pense qu'il faudrait que la majorité soit un petit peu plus forte pour forcer. Mais on ne pourrait pas jouer sur le fait que le camp du non a gagné avec 51 oui, c'était pas une grosse majorité pour rester dans le Canada, ça, non. 51 points non, quelque chose. Mais maintenir le statu quo, c'est une chose. Transformer radicalement l'état des choses, c'en est une autre. Et je pense qu'en termes de majorité, il faut envisager, si on veut se rendre là, à dépasser un peu le 50 plus 1. Bon, voilà donc pour ce qui est de l'axe politique. Situation d'une nation, comme d'autres nations au sein du Canada, en position de subordination puis de domination vis-à-vis un pouvoir fédéral fort, dont la force va croissant et qui a des armes à sa disposition, notamment la Constitution, la Charte des droits et l'action de la Cour suprême. Ça nous amène au troisième axe. Troisième axe, qui est plus intéressant, à mon avis. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour la définition du troisième axe parce qu'il est moins évident que les deux premiers, je pense. Et c'est ce que j'appelle l'axe comportemental. Qu'est-ce que l'axe comportemental? Eh bien, pour moi, c'est une durable et profonde propension que l'on voit dans la nation québécoise, une durable et profonde propension à s'illusionner collectivement sur des enjeux politiques très fondamentaux. J'ai creusé ça un peu et en creusant ça, je tiens à dire, même si je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici, je tiens à dire que dans le livre, je cite un certain nombre de précédents
Par exemple, le célèbre discours de Monseigneur Paquette en 1902 qui disait « Nous avons une vocation spirituelle particulière en Amérique du Nord ». Bon, ben, à une époque où le Québec s'industrialisait. Alors, donc, c'était comme un contraste. Puis, il y a eu au cours de l'histoire du Québec des périodes où on s'est accroché à des idées qui étaient vraiment déconnectées avec la Mais situation. diriez-vous que c'est un ADN d'un peuple colonisé? Que c'est presque dans notre ADN, ou si c'est quelque chose qui a été acquis et qui peut se changer plus facilement? La façon dont vous le formulez est troublante pour moi. C'est quelque chose qui est entré profondément. Mais si vous permettez, juste pour mesurer à quel degré de profondeur c'est entré, examinons ça, l'axe comportemental. Je parle d'illusions. Il y a 4 illusions pour moi. La première illusion, c'est l'idée de la troisième voie constitutionnelle. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne suis pas fédéraliste, moi, je ne suis pas souverainiste, mais je cherche quelque chose entre les deux. » Ça roule au Québec, cette idée, depuis au moins les États généraux de 1965, 66, 67, où on avait abouti à l'idée d'États associés. Mais en fait, quand on regarde ce qu'est le fédéralisme, c'est clair qu'il n'y a pas de troisième voie, parce que tant qu'il y a un pouvoir fédéral qui a juridiction sur l'ensemble du territoire, même s'il n'y a pas beaucoup de domaines de juridiction, on est dans le fédéralisme, et pour sortir du fédéralisme, il n'y a pas d'autre solution que la souveraineté. Alors ça, c'est une première illusion, celle de la troisième voie constitutionnelle, et elle n'existe pas. Bon, deuxième illusion. La croyance qu'il est possible de réformer substantiellement le fédéralisme canadien. Ça, c'est une préoccupation des partis politiques québécois depuis au moins l'époque de Maurice Duplessis. On l'a vu à l'époque de la Révolution tranquille, chez Jean Lesage, même chez Daniel Johnson. C'est une idée, puis on trouve ça dans les programmes des partis politiques, même actuellement. Hein, vous regardez le programme du Parti libéral ou de la CAQ, vous allez voir qu'ils ont des ambitions de changer les structures politiques du Canada. Illusion, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de changement substantiel au partage des pouvoirs. Mais ce sont les fédéralistes qui ont maintenu cette illusion-là. Oui. Et il n'y a pas eu de résistance à ça, il n'y a pas d'idéologie pour répondre à ça. La seule réponse, c'est celle que les courants souverainistes ont donnée en disant, écoutez, ça ne se réforme pas, cette Constitution-là. Et les gens vont me dire, oui, mais Mme Marois, en 1998, alors qu'elle était ministre de l'Éducation, a négocié un amendement à la Constitution canadienne pour que les commissions scolaires au Québec soient linguistiques et non plus confessionnelles. C'est exact. Elle a même, si vous me permettez l'expression, dealé ça avec Jean Chrétien, qui n'était pas très porté sur l'élargissement des pouvoirs des provinces. Mais ça ne change pas l'économie générale des pouvoirs au sein du régime fédéral canadien. Et cette genre d'amendement constitutionnel, il a été accordé à d'autres provinces. Alors, donc, vous voyez, il y a eu des discussions jusqu'à l'époque des accords du Lac-Meach, jusqu'à l'époque de l'accord de Charlottetown, pour introduire des changements dans l'ordre constitutionnel canadien. Ça n'a pas marché. Pourtant, il y a des partis politiques au Québec qui s'accrochent à l'idée puis qui la promeuvent. C'est une illusion. Bon. Troisième illusion, la croyance que le cadre fédéral canadien est le meilleur cadre possible pour l'avenir, la préservation, le développement de la nation québécoise. Je suis personnellement un peu sceptique parce que, dans le fond, la minorisation démographique se continue et le croissement des pouvoirs fédéraux va aussi en croissance. Si vous regardez en dehors du Québec, on observe une forme d'érosion des communautés canadiennes-françaises dans les autres provinces. C'est pas gentil de dire ça, mais je pense que c'est une réalité. Elles sont les premières à s'en rendre compte. Donc, les gens qui disent, oui, mais finalement, au total, le Canada, c'est le meilleur cadre possible pour la préservation puis le développement de l'identité québécoise et de la nation québécoise, ça me paraît de l'ordre de l'illusion. Et il y a une quatrième illusion, c'est celle que je décris comme étant, dans le fond, la plus cruelle des illusions. C'est l'illusion Robert Bourassa. Souvenez-vous, le 22 juin 1990, Robert Bourassa, au moment de
de l'échec final de l'accord du lac Meach, Bourassa dit « Le Canada anglais doit comprendre que le Québec est pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Je dis à cela que les années depuis 1990 ont montré comment la capacité de limiter, la capacité de protéger la langue au Québec est limitée. Qu'on est dans une situation de tutelle fédérale via la Cour suprême. La Charte de la langue française a été mise en cause à plusieurs reprises. Le projet de loi 96 est aussi contesté. La loi sur la laïcité est rendue à la Cour suprême. Donc, dans les grandes législations que l'Assemblée nationale a adoptées sur des enjeux fondamentaux d'identité et de manière de vivre de la nation québécoise, il y a une tutelle exercée par la Cour suprême qui déconstruit ces lois. Alors donc, quel est le vrai pouvoir du Québec sur son destin? Regardez, le Québec a aboli les commissions scolaires pour les remplacer chez les francophones par des centres de services scolaires. Dans la communauté anglophone, les commissions scolaires existent encore. Elles vont exister en vertu de ce qu'ils disent être le droit canadien, de sorte que c'est un peu comme les concessions dans l'ancienne Chine, la concession internationale à Shanghai, par exemple, où les lois chinoises ne s'appliquaient pas, où s'appliquaient des lois des pays occupants. Alors donc, je pense que la capacité du Québec de défendre ses choix de société fondamentaux est limitée et ça fait partie des illusions que de croire qu'on est bien placé pour protéger ses choix de société. Comment combattre cette capacité à s'illusionner? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un type de nationalisme qui marche très bien puis qui marche depuis Duplessis? C'est de faire croire, au fond, qu'on a besoin uniquement d'un nationalisme culturel, la langue, la culture, et pour le reste, on peut faire confiance à nos amis avec qui on a fait un pacte, supposément. Au fond, c'est le type de nationalisme qui est un nationalisme très conservateur, autonomiste, qui a été pas mal développé par l'abbé Groulx et par les nationalistes comme Henri Bourassa depuis tout le 20e siècle. Et ce type de nationalisme-là nous amène dans un cul-de-sac. Vous faites un portrait très, très, très intéressant et très courageux de montrer que tous nos hommes politiques ont répété toujours la même chose et finalement, en nous apportant quelques réformes, que ce soit le drapeau, que ce soit des symboles ou un peu plus, c'est toujours la maîtrise culturelle. Et on ne comprend pas que ça prend plus que de la culture, ça prend le politique et l'économique en interaction avec la culture. Et ce nationalisme-là qui serait de nature plus politique, il n'existe plus. C'est ça qui a été écrasé. Les patriotes avaient compris ça avant 1940, mais depuis 1840, avec l'Église, avec les forces conservatrices, l'absence d'une bourgeoisie, il me semble que c'est ça qui explique cette grande capacité de notre peuple de s'illusionner parce qu'on n'a pas une contre-idéologie. On a essayé contre le multiculturalisme de développer l'interculturalisme, mais ça ne va pas encore très loin. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de réagir avec le peu d'outils idéologiques? Le leadership de la nation canadienne, française ou québécoise à compter de 1840 a été assumé en large mesure par l'Église catholique. L'Église catholique avait des préoccupations d'assurer sa propre survie et d'être en bon terme avec l'ancien conquérant, avec la majorité anglophone et protestante du Canada. Donc, c'est une source d'acceptation de la condition de la société, de la nation canadienne-française devenue québécoise. Ensuite de ça, le pouvoir fédéral a progressivement accepté des ajustements, je pense de bonne foi, avec la conviction qu'effectivement, il fallait faire en sorte que les Québécois se sentent plus à l'aise dans le Canada. C'est l'œuvre, en un sens, de Pierre Elliott Trudeau, qui disait clairement, quand les Canadiens français vont être capables de s'exprimer et d'être servis en français partout au Canada, quand le français aura occupé pleinement sa place dans les institutions fédérales et même dans celles de certaines provinces où il y a des communautés francophones importantes, quand cela, voulu par la loi sur les langues officielles, a été réalisé,
Les Canadiens français, les francophones vont être contents au Canada. Ils n'auront pas besoin de plus de pouvoir. Donc, le pouvoir fédéral a fait des efforts importants pour accommoder la population francophone. C'est très juste au plan culturel, Oui. avec tous les outils, que ce soit Radio-Canada, les musées, Oui. le biculturalisme, au fond. Oui. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est toujours uniquement sous l'angle culturel. Ils n'ont pas cédé beaucoup de pouvoir. Quelques aménagements administratifs pour l'immigration et une participation très mitigée. Mais c'est ça qu'il faudrait, un nationaliste qui soit revendicateur d'autre chose que de la culture. Alors, à l'intérieur du Canada, je ne sais pas si ce serait éventuellement possible. Ça peut l'être. Ça ne l'a pas été jusqu'ici. Ça ne l'a pas été, en tout cas. Et le seul discours distinct, séparé, original, contestant ça, c'est le discours indépendantiste depuis un certain nombre d'années, qui a connu des hauts et des bas. Mais la condition de la nation québécoise est tellement installée depuis longtemps dans ce cadre de minorisation démographique, ce cadre de subordination politique et avec un certain nombre d'illusions que ça ne se brise pas facilement. Bon. Par exemple, dans votre livre, vous insistez, par exemple, sur les différences. Qu'est-ce qui différencie, à un moment donné, vous avez pris ça, je crois, dans le Code du Québec, là, dans l'ouvrage de Bouchard qui a été fait, qui montre qu'il y a des caractéristiques au peuple québécois dans ses comportements, dans la consommation, etc. Donc, on met l'accent sur nos différences culturelles, mais finalement, plus que ça, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'accent sur l'importance d'être distinct plutôt que différent. Parce qu'on va être de moins en moins différent. Avec les années, il va y avoir de plus en plus d'immigration et on peut espérer qu'il y aura des lois qui vont favoriser l'intégration. Je pense qu'il y a des efforts qui se font dans ce sens-là dès maintenant, même avant qu'on ait un statut indépendant. De sorte que, est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu optimiste en pensant que beaucoup d'immigrants vont s'intégrer un peu comme dans votre modèle familial, à la troisième génération. Dans la mesure où l'on amène les immigrants à s'installer à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de la grande région. Avec une régionalisation, c'est sûr. Avec une régionalisation, ça se voit. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration qui se trouvent dans différentes régions du Québec. Et ma foi, elles s'intègrent tout naturellement parce que l'environnement est essentiellement francophone. L'environnement est de celui de la nation québécoise. Montréal est un cas un peu différent dans la mesure où, vous savez, il était un temps, Montréal était une ville majoritairement anglophone. Elle est devenue francophone avec l'industrialisation en particulier. Quand on regarde le Montréal des années 50, avant les lois linguistiques, c'était dominé par l'anglais, ça recommence à être le cas. Parce que le dilemme, la situation des gens qui sont issus de l'immigration, c'est ils ont en fait une loyauté qui probablement d'abord au Canada, essentiellement au Canada. Pourquoi? Parce que c'est le Canada qui les a accueillis, qui leur a donné un nouveau cadre de vie, une nouvelle prospérité, une nouvelle liberté, une nouvelle sécurité. Et pour eux, le Québec, c'est souvent juste Montréal. Montréal a une communauté anglophone de longue date, des communautés issues de l'immigration qui sont plus anglophones que francophones. J'aime à donner un exemple très, très, très banal. J'ai une coiffeuse qui est une femme au début de la trentaine. Elle est d'origine italienne. Elle est passée par l'école francophone, l'école de la loi 101, mais elle a appris l'anglais. Et pour elle, l'univers dans lequel elle vit, c'est un univers anglophone. À Montréal, c'est tout naturel. Oui, elle parle français, mais c'est pas sa langue. Je vais dans certains commerces m'approvisionner, par exemple, en équipement informatique. Je ne ferai pas de publicité, mais j'ai du personnel de commis qui sont visiblement indiens, pakistanais d'origine. Ils parlent français parce qu'ils sont passés par l'école 101, mais c'est pas leur univers. Leur univers, c'est plus un univers canadien. Alors donc, tout dépend d'où se trouve l'immigration. Dans le cas de ma famille, il s'adonne que mon père est passé par l'école française, le collège Sainte-Marie francophone, la faculté de droit de l'Université de Montréal. Lui a été scolarisé en français. Mais dans ma famille, j'ai des cousines qui parlent français, mais dont l'univers intellectuel, l'univers culturel est en anglais. Parce qu'ils sont à Montréal, dans la grande région montréalaise, c'est que l'anglais, il y a une forme de légitimité
une présence plus massive qu'ailleurs au Québec. Et pour les immigrants, c'est souvent le choix le plus rationnel que de s'assurer qu'ils se débrouillent en anglais. Bon, alors, tout ceci pour dire que le discours du fédéralisme mené par, entre autres, des fédéralistes québécois, c'est que, dans le fond, le Canada a finalement offert des bonnes conditions qui ont assuré la préservation de la nation québécoise. Ma prétention, c'est que ces conditions-là ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 50, 100 ou 150 ans. Au contraire. Et donc, la minorisation démographique, la situation où le contrôle du Québec sur des législations fondamentales de son vivre ensemble n'est plus ce qu'elle était, ou n'est pas ce qu'elle n'a jamais été, dans le fond, ça risque de conduire le Québec à ce que j'appelle la condition de pittoresque communauté linguistique régionale. Mais l'éveil de la population, c'est un fait aussi qu'au dernier référendum, ça s'est divisé presque 50-50. Oui. Donc, il y a presque la moitié de la population qui a voté oui, il ne faut pas l'oublier, et c'est 24 000, hein, c'était très peu, c'est exact. Qui aurait pu faire basculer de l'autre côté. C'est exact. Le non l'a emporté avec 51 puis on a accepté que c'était une belle victoire du non. On aurait pu, là-dessus, chipoter davantage. Je pense qu'on sous-estime l'éveil de la nouvelle génération qui n'a pas subi... Attention. Il n'a pas suivi la religion, il n'a pas suivi l'Église qui était dans notre génération. Et c'est pas pour rien qu'il y a un tel déclin religieux rapide. Je pense que c'est pas juste les femmes qui ne veulent plus supporter ce type d'oppression-là, mais quand on regarde le loyalisme de l'Église, moi, je l'ai très bien vu chez les Sulpiciens et tout ça. Nous l'avons vu, effectivement. Ça a joué sur notre conscience, de sorte qu'on est pessimiste. Mais moi, j'essaie de regarder chez les jeunes qui arrivent de d'autres univers, qui n'ont pas eu ces déterminismes-là. Ce pas des déterminismes qui vont toujours durer. C'est pas dans notre ADN, ça, cette espèce de capacité à s'illusionner. Moi, je pense qu'il va y avoir à un moment donné des jeunes qui vont peut-être voir les choses autrement, parce que là, il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas voté il y a 30 ans. Ça va faire un changement. Moi, en tout cas, je m'accroche peut-être à ça, peut-être c'est une utopie, mais j'ose croire que les conditions globales, au niveau du comportemental, j'ose espérer qu'il va y avoir qu'on va s'appuyer un peu sur des résistances nouvelles. Non? L'Église, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a soutenu le gouvernement fédéral dans l'effort de guerre, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise politique. Elle a... Écoutez, la nation québécoise a été façonnée, entre autres, par le catholicisme. Le catholicisme, c'est une religion plus hiérarchique, plus autoritaire. C'est pas le protestantisme. Et donc, ça développe des attitudes, des conduites vis-à-vis du pouvoir qui sont pas nécessairement les mêmes que du côté des protestants. Maintenant, le dernier référendum remonte à 35 ans. La population s'est renouvelée. À l'été 2025, vous savez qu'il y a eu au moins 2 sondages laissant entrevoir une croissance de l'intérêt pour la souveraineté chez les plus jeunes générations de 18 à 35 ans. Il est possible que les choses changent, en effet. Il est possible que leur attachement au Canada soit beaucoup moindre que ce qu'a été les générations antérieures. Et quand moi, j'écris un livre comme Le destin du Québec et je vous dis que je ne m'adresse pas à mes collègues, les savants universitaires, mais aux jeunes, c'est dans le but précisément de leur donner des instruments leur permettant de réfléchir, de se questionner. Et s'ils demeurent fédéralistes, ben au moins, ils auront réfléchi. Alors donc, ça fait partie des tâches que je me suis assignées à moi-même, modestement. Alors donc, voilà, il n'est pas impossible que les choses changent. Je suis de ceux pour qui l'histoire n'est pas prédéterminée. Je suis de ceux qui pensent que, d'une part, l'histoire a un poids considérable, mais d'autre part, l'avenir est ouvert.
il peut toujours y avoir des choses. J'adore cette fin-là. On n'a pas développé beaucoup sur les perspectives d'avenir. Il y en a beaucoup dans votre livre. Vous parlez beaucoup des Autochtones qui, eux autres, ont aussi foncé, même si les chances de réussite sont encore très minces. Ouais. Alors, comme on n'a pas plus de temps, je voudrais d'abord vous remercier pour ce témoignage-là assez courageux. Moi, je trouve que c'est un livre qui devrait être mis entre les mains de tous les citoyens du Québec parce que vous avez fait une analyse approfondie, accessible et d'une grande clarté. Surtout la critique de la phrase de Robert Bourassa est particulièrement percutante, cette illusion-là. Et alors, je vous remercie pour avoir fait ce travail-là. Et je souhaite que ceux et celles qui croient en l'avenir du Québec se fassent entendre pour que les médias reprennent ce message urgent, parce que la situation est grave et votre livre le signale beaucoup. Au début, même, ça m'attristait de voir l'ampleur de l'analyse lucide, mais en même temps, il y a de l'espoir. Les portes ne sont pas bouchées, il y a un avenir possible, mais ça va demander beaucoup de travail et ça va demander beaucoup de volonté politique. Alors, je vous remercie beaucoup, puis j'espère que vous allez avoir la chance de parler de ces choses-là dans un avenir rapproché. Merci de votre accueil. À une prochaine. Oui, merci. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.